Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Europe 1 met à votre disposition 2 heures d'écoute rien que pour vous et en direct, un seul numéro pour vous exprimer en toute liberté sur cette antenne, le 3921. Venez nous confier vos questionnements, vos tristesses et vos joies. Nous en prenons le plus grand soin avec Quentin et Corentin à votre écoute. Vous bénéficiez aussi des conseils des auditeurs qui réagissent par SMS à vos interventions au 7 39 21, en commençant le message par le mot nuit. Et puis comme l'été nous irradie déjà d'un chaud soleil, c'est la saison où on se parle d'amour et où l'on a envie de parler d'amour. Et pourquoi pas venir en parler à l'antenne au 39 21, car la rencontre amoureuse n'est pas seulement une rencontre avec un ou une autre que soi, mais bel et bien aussi la rencontre avec soi. Dans ce 2 à 2, ce cœur à cœur, ce corps à corps, on s'y découvre autant que l'on découvre l'autre. Soyez attentifs à vos sentiments, à vos émotions, à tout ce que l'autre provoque en vous et vous renseigne mieux que tout seul sur qui vous êtes vraiment, mais aussi quels sont vos besoins tout autant que vos lumières et vos zones d'ombre. Ah, les zones d'ombre, celles que l'on préférerait parfois ne pas voir et pourtant les plus subtiles, les plus riches de votre singularité et de votre histoire. Alors si l'amour fait mal, s'il est mal heureux, raison de plus pour vous interroger sur ce soleil noir qui empoisonne votre ciel émotionnel. 3921, Quentin et Corentin à votre écoute, Fabrice Fougerose aux manettes de l'émission, moi au micro, toute l'équipe est là, attentive à vous et rien qu'à vous. 3921, la ligne est ouverte tout autant que nous. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir, ça me fait vraiment plaisir. En plus, l'histoire que, la raison pour laquelle, je souhaitais vous appeler ce soir est complètement dans le thème que vous venez oui. C'est ce que m'a dit Quentin, alors j'en suis ravie. J'ai dit, formidable. Ça s'appelle la synchronicité. Et oui. Et oui. On est synchrone. Alors, Caroline, donc vous êtes dans une relation amoureuse, c'est ça, actuellement ? Qui est quand même là un petit peu en difficulté. Oui. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais avec quelqu'un. Et là, en fait, on a eu une dispute il y a 2 semaines. Oui. Et là, moi, j'arrive plus à communiquer et je sais pas comment, justement, comment essayer de rétablir quelque chose et que ce soit fini ou voilà quoi. Mais ouais. Alors malheureusement, par les temps qui courent et dans notre époque actuelle, dès qu'il y a une dispute ou un gros ciel orageux, comme on va en avoir un dimanche dans un couple, tout d'un coup c'est la fin, c'est que tout va mal, c'est qu'on s'est mal trouvé, c'est qu'on ne doit plus être ensemble, c'est forcément. Or, c'est très intéressant, c'est là où les vraies choses vont se passer. Donc vous êtes peut-être dans une grosse zone de turbulence, mais qui parle de vous, de lui, de vous deux bien sûr, et qui est intéressante pour vous parce que ça va être le moment, comme un moment de vérité, si vous voulez. Oui. Alors après, c'est pas la première dispute. Parce qu'il y en a eu déjà il y a 2 mois à peu près. Ouais. Et on avait repris, mais sans vraiment parler de quoi que ce soit. Ah oui. C'est-à-dire la première dispute, il s'est rien passé derrière. Vous n'en avez rien fait en fait de la première dispute. Je sais pas, justement, j'ai écouté l'émission le week-end dernier, parce que j'écoute souvent l'émission, et donc il y avait une personne qui parlait un peu de son besoin de solitude, je sais pas si vous en rappelez. Oui, très bien. Mais cette personne avait des enfants, elle était très entourée, un mari, tout ça. Et en fait,
et donc son mari était aussi assez solitaire comme elle. Sauf que moi, nous, on est complètement différents, quoi. Disons que si vous faites allusion au témoignage du week-end dernier, son mari était très à l'écoute de son besoin et avait compris chez elle le besoin de se retrouver seule avec elle-même, ce qui lui allait aussi à lui. Et donc c'est vrai qu'un couple, c'est aussi se forge sur l'écoute des besoins de chacun, accueillir les besoins de l'autre. Et c'est parce que l'un a un besoin que c'est forcément un empêchement ou une façon de dire à l'autre je t'aime plus ou je t'aime moins, qui est souvent mal interprété. Si tu veux pas être avec moi ou si tu veux pas qu'on se voit, c'est peut-être que tu m'aimes plus ou que tu m'aimes moins. Or, le besoin personnel ne va pas forcément à l'encontre ou plutôt contre le besoin de l'autre. Ouais. Alors là, dites-moi ce qui se passe. Sur quoi d'abord c'est basé à dispute? Est-ce qu'avant le ciel était bleu? Qu'est-ce que vous comprenez en fait de ce qui se passe entre vous? Je vais essayer déjà de. Oui. Donc ça fait 2 ans Oui. qu'on se voyait donc tous les week-ends parce qu'on n'habite pas ensemble. D'accord. On a séparé à peu près à 100 km d'écart, quoi. Oui. Et donc, voilà, lui, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, toujours, qui est très sociable, qui a beaucoup d'amis, qui voit beaucoup de monde. Enfin, voilà, lui, c'est son besoin, justement. Et moi, par contre, c'est peut-être plus le contraire. Après j'accepte. Voilà, je suis pas du tout dans le reproche ni rien. Enfin, lui, il fait des efforts aussi de son côté. Mais il comprend pas trop que voilà, moi j'ai pas forcément envie de voir tout le temps plein de monde et que c'est même un peu compliqué pour moi en fait. Et ça je lui dis quoi. Oui. Que j'avais du mal dans des repas par exemple où il y a beaucoup de monde. Parce que Voilà, systématiquement les week-ends. Alors parce que les week-ends où vous vous voyez, il y a peu de moments à deux. Vous êtes toujours entouré d'amis. Non, pas toujours, mais lui, c'était sa façon de faire avant qu'on se rencontre. Oui, mais il vous a fait une place et il y a des moments où vous êtes en tête à tête. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, mais vous trouvez c'est trop fréquent pour vous les moments où il y a plein de monde ou plein d'amis autour de vous? Disons que quand j'ai pas envie, je lui dis quoi. Oui. Je lui dis, alors des fois il me laisse le choix, mais après il me reproche le choix que j'ai fait. Oui. Ça c'est un peu gênant quoi. En vous disant sur quel mode que j'aurais dû venir, que c'est pas normal, voilà, ça c'est son terme, c'est pas normal. Ah, c'est pas normal. Je suis pas normale, il y a plein de choses qui sont pas normales chez moi. D'accord. Oui. Et donc en fait, sous-entendu, c'est pas normal que tu sois pas comme moi. C'est un peu ça, oui. Il a du mal à accepter. La différence. Ça, oui. Et d'ailleurs, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Oui. Toujours heureux, toujours content de tout. C'est vrai, ça, c'est vraiment. Et je trouve ça très bien, quoi. Mais du coup, il n'accepte pas non plus les gens qui sont. Les petits coups de blues, moins bien, qui sont même. Qui n'ont pas de travail, voilà, il n'est pas du tout tolérant avec ça. Enfin, de mon avis. Oui, donc est-ce que ça signifie, Caroline, que vous avez le sentiment qu'il est un peu dans le tout va bien, Madame la Marquise, même si la maison est en train de brûler? C'est-à-dire, ça doit tout le temps aller bien? Oui, c'est comme un peu un devoir, quoi. C'est ça. Et pas très à l'écoute de ses émotions. Donc quand ça va pas, on met sous le tapis, puis on va faire comme si ça allait bien. Disons, moi, je suis pas toujours. Moi, ça m'arrive d'avoir des baisses de morale. Bien sûr, et c'est comme, vrai que... comme tout à chacun, bien sûr. Ouais. Et ça, il a du mal à l'accepter, quoi. En fait, vous vous sentez pas très écouté ou accueilli dans vos besoins, pas très respecté dans vos besoins. C'est surtout que j'ai l'impression que je fais de travers, quoi. Il m'a reproché que voilà, mon caractère, il y a plein de choses qui vont pas. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Justement, quand des fois il y a des choses qui me plaisent pas, j'ai tendance à un peu me renfermer sur moi-même et pas justement être pas dans le dialogue. Et c'est vrai que j'arrive pas, quoi. J'ai tendance à me refermer. Ouais.
Et là, il vous dit quoi, que il vous invite à parler, ou il vous reproche de vous fermer sur vous-même? Ben non, il s'en prend à moi, il me dit ah, il y a enfin, voilà, qu'est-ce qui va pas encore, il y a quelque chose qui va pas, et puis voilà quoi, c'est pas normal quoi. Et en fait, ce qui me pose problème aussi, c'est que quand je lui explique pourquoi, ben, ça lui convient jamais quoi. Oui, donc quand vous faites l'effort de raconter un peu ce qui se passe pour vous, vous sentez pas du tout accueilli. Exactement, oui. Il comprend pas en fait quand je lui explique. Donc du coup, c'est vrai que ben maintenant, Vous avez un exemple de ce qu'il comprend pas? Vous pourriez me dire ce que vous lui avez confié qu'il comprend pas? ben, ben, par exemple, une fois, c'est vrai que bon, parce qu'on fait beaucoup de sorties. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi faire des sorties avec des gens le week-end. Et bon, en général, enfin, c'est amical, c'est comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, c'est amical. Et c'est vrai que moi, quand je vois des gens, enfin, qui racontent un peu des histoires, un peu, enfin, grasses, ce genre de choses, ben, moi, j'aime pas trop ça, quoi. Et lui, ça le fait rire. Donc lui, il en rajoute, et c'est vrai qu'une fois, ça m'a pas trop plu parce que bah, j'étais à côté. Et comment dire, j'ai pris un peu sur moi, quoi, par rapport à son histoire qu'il racontait. Moi, déjà, je trouve pas ça spécialement drôle, et puis ça me met mal à l'aise, quoi. Ben ça, il le comprend pas. Oui, vous sentiez pas respecté, et alors il le comprend pas. Après, dans un couple, c'est la façon dont on se dit les choses. Si c'est dit Ouais. sous le mode du reproche, ou sur le mode où vous attribuez la responsabilité, que ça vous aille pas, hein. C'est-à-dire de dire voilà, quand tu dis ça, ou quand j'assiste à ce genre de blagues, je comprends bien, un peu machiste. Moi, en tant que femme, ça me heurte et je me sens pas très à l'aise avec ça. Est-ce que vous Ouais. parlez de vous ou vous parlez de lui? Bah, moi, je lui dis que ça me blesse et que. Oui, d'accord. Donc vous parlez de Mais vous. ça, non. Oui. Il comprend pas. Non. Non, Parce il dit c'est normal parce que pour lui, il faut toujours rigoler, il faut toujours rire. Alors que oui. moi, j'aime bien avoir des conversations aussi autres, quoi. Oui. Mais alors, Ben, quelle leçon, quel enseignement vous tirez là au bout de ces 2 ans de relation, avec tout ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est votre intention? C'est d'essayer de vraiment continuer à construire quelque chose, ou vous comprenez autre chose? Parce qu'il y a toujours à comprendre ce qui se passe, hein. Sinon oui, vous c'est ça. subissez. Ouais. Oui, oui. Donc Ben, ça vous amène à quel enseignement sur vous d'ailleurs? C'est qui était le sens de mon introduction, c'est que oui. effectivement dans la relation amoureuse on se découvre, on se rencontre, et donc vous rencontrez une part de vous-même qui d'ailleurs quelquefois effectivement ne colle pas avec celle de l'autre, où le dialogue semble un peu dans l'impasse avec ce que vous me racontez, parce que il n'y a pas d'ouverture. Après tout, on peut tout accepter ou tout se dire de l'autre, à partir du moment où chacun est dans cette intelligence relationnelle-là, et de dire ah oui, écoute, désolé, je savais pas que ça te heurtait et je tiens compte de toi. Et oui, c'est le genre de blog que j'aime bien faire avec mes amis. Bon, voilà, désolé, enfin, un petit mot, éventuellement. Et ça, je pense que du coup, vous l'auriez beaucoup mieux accepté, même après, même si ça s'était reproduit. C'est juste de vous sentir écouté. Vous vous sentez pas écouté, en fait. Ben oui, c'est. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous comprenez donc quel constat finalement vous faites au bout de 2 ans de cette relation? Ben, Pourquoi ça vous fait rire? Parce que je sais plus, je sais pas trop quel constat faire. Je pense que. Par rapport à vous, vous dites quoi? Vos besoins? Est-ce que cette relation me convient? Est-ce que j'ai envie de construire, éventuellement de me battre, de voir qu'est-ce que je peux faire aussi, qu'est-ce que je peux écouter, ou à l'inverse, non, il y a une forme voire un fond qui ne me va pas, je me sens pas respectée, pas écoutée. De quel côté penche la balance?
Disons que moi j'essaie aussi de m'adapter. Oui. Comme lui il fait, il s'adapte à moi aussi, donc j'essaie de m'adapter, mais bon. Oui, alors l'adaptation, Moi, on ce qu'il y n'essaye a, c'est pas. que je Ouais. suis moi. Enfin, moi, c'est vrai que j'en ai parlé avec un peu des personnes autour de Oui, moi. oui. Mais bon, enfin, les gens sont un peu trop catégoriques, quoi. Donc, c'est un peu compliqué de. Oui. C'est-à-dire, ça penche d'un côté ou de l'autre. Disons que oui, voilà, ils me disent, oh, de toute façon, t'embête pas, t'en trouves un autre. Sauf que, voilà, moi je me dis que si le problème vient de moi, Bien sûr, en bien trouver sûr. un autre, de toute façon, Oui, c'est le problème, l'occasion. il va se répéter à chaque fois, Oui, c'est ça, quoi. oui. Alors, le problème ne vient pas de vous. Le problème, il est dans la relation, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire vous-même et par rapport à vous-même pour donner une autre tournure à la relation. C'est pour ça que quand je vous demande qu'est-ce que vous comprenez ou quel enseignement vous tirez de la relation, c'est qu'est-ce qui est à m'apporter, qu'est-ce que je comprends, quelle conscience j'ai de moi-même, et peut-être j'ai des transformations à apporter, et aussi parce que je vais évoluer, parce que je suis contente de découvrir certaines choses et que ça me permet d'être encore une meilleure version de moi-même. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que cette relation finalement va vous permettre, même si c'est douloureux, encore une fois, c'est pas l'orage qui est gênant en soi, c'est quelle est la capacité dans cette relation, pour chacun d'ailleurs, d'évoluer, de grandir. C'est ça qui est Vers autre riche. chose. Vers autre chose. Ensemble. C'est-à-dire, quelle est la ensemble. capacité que vous avez l'un et l'autre ensemble, pas vers autre chose, vers vous-même, de grandir en conscience de vous, d'évoluer vers quelque chose où vous êtes plus en confort avec vous-même, où tout d'un coup vous élaborez, vous passez des étapes, des paliers, où vous arrivez à vous parler, à élaborer des choses, à comprendre, à dire ah bah oui, là sur ce sujet-là, peut-être voilà, j'ai un petit côté un peu susceptible, tiens, pourquoi, d'où ça vient dans mon histoire, pourquoi ça me heurte, ou par exemple là vous me citiez la sociabilité. Alors qu'est-ce que je fais de ce besoin de solitude? Est-ce que c'est le fait de voir des gens? Mais non, finalement vous me dites j'aime bien voir des gens, donc Oui. donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc de commencer l'enquête entre vous et vous pour vous dire, pas que ce soit un problème, pas que vous ayez un problème ou que vous soyez pas quelqu'un de bien. Le sujet est évidemment pas là, parce que si c'est là, ça arrête tout. Et puis c'est comme ça qu'on se quitte et puis qu'on s'en veut après et qu'on est malheureux. Donc c'est pas cet endroit-là. C'est plutôt de permettre de vous dire, bon, est-ce que vraiment... Parce qu'on sent qu'il y a une ambivalence chez vous. Oui, j'aime bien aussi être avec les gens. Et quand je vous demande, mais vous avez des moments seuls, vous me dites, bah oui, j'ai aussi des moments seuls. Donc, Oui. voilà, donc ça va chercher ailleurs. Donc, est-ce que c'est dans son attitude quand il y a des gens où vous vous sentez pas incluse? Est-ce que c'est vous qui vous sentez mise à l'écart? Vous voyez, d'essayer d'avancer. Là, je vous donne des options, hein, je dis pas que c'est ça. Mais que vous puissiez comprendre vraiment ce qui se passe. Et de dialoguer avec lui, de lui dire voilà. Justement, là, ce qui se passe, c'est que là, le dialogue est rompu et moi, j'arrive pas à le reprendre, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En fait, il s'est passé que on va régulièrement au restaurant ensemble. Et donc lui, des fois, il invite des amis. Et la dernière fois, moi, j'ai invité des amis à moi, enfin des gens que j'aime bien, quoi. Ouais. Et en fait, ça a pas dû lui plaire. Je pense que il y a une personne, je sais pas, parce qu'après, donc il s'est mis très en colère. Et en fait, il a traité mes amis de tocards et de pauvres, et des gens pauvres, des pauvres gens. Et ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de mal, quoi. Et là, moi, ça, j'accepte pas, quoi. Bien sûr, Caroline. Il n'y a pas accepté. Donc, et qu'est-ce qui, vous pensez, l'a mis en colère dans la soirée? Parce que lui a été touché, manifestement, pour se mettre en colère. Il y a quelque chose qui parle de lui. C'était le lendemain. Et en fait, moi, il se trouvait que toute la semaine, j'avais été assez fatiguée. Et donc, le week-end, donc, quand on s'est vu, j'étais donc assez fatiguée. On n'avait pas fait... Donc, on n'est pas trop sortis. Enfin, on n'a pas fait d'activité sportive, voilà.
Et donc, enfin, moi, je vais dire un câlin, quoi, si vous voulez. Oui, bien sûr, je Donc, comprends. Vous étiez donc passé le en samedi, forme, oui. le Oui. samedi, on était ensemble, on a fait un câlin, tout ça. Et le dimanche, moi, j'avais pas envie, j'étais fatiguée Mhm. et il s'est énervé. Voilà. Et Et il a mis parce ça que sur le dos de la soirée avec les amis, c'est ça? C'est là c'est que... pas ça, c'est Non. que il était tellement énervé Mhm. euh, qu'il m'a sorti tout ça. Sur vos amis, du coup. Voilà, ouais. Oui. Mm. Il a tout mélangé. Enfin, la soirée. Voilà, donc en fait, il m'a sorti plein de reproches sur mes amis Ouais. euh, et donc bon bah moi je suis partie. Il se trouvait que j'étais chez lui quand je suis rentrée chez moi. Ouais. Et donc bah moi j'attendais quand même des excuses et on s'est appelé par la suite. C'est lui qui m'a appelé et donc moi j'attendais quand même que je lui ai demandé s'il trouvait pas que sa réaction était disproportionnée par rapport Mhm. à ce qu'il me reprochait, quoi. Ouais. Et Et non, pour lui, il m'a dit non, c'est normal, ma réaction est normale. elle est normale pourquoi? Qu'est-ce qui est Ben normal? parce que je sais pas, Parce parce que, que, ben je sais pas, parce que parce que vous vous refusez à lui, c'est normal qu'il soit en colère? C'est ça que ça veut dire? Parce que ben vous êtes voilà, fatigué le dimanche, lui trouve ça normal? ben voilà, c'est pour ça. Donc moi déjà, je trouve que là, il s'est mis beaucoup trop en colère par rapport à, enfin, je sais pas. En fait, Et puis dans tout ce... me sortir tout plein de reproches sur mon caractère, sur tout ça, qu'il n'en peut plus, ben, Bah, s'il en peut je sais plus, pas. pourquoi il reste avec vous alors? Ben voilà, c'est ce que je lui ai dit. C'est Oui. ce que je lui ai dit et il m'a répondu, bah parce que t'es belle. Voilà ce qu'il m'a Ah, répondu. donc au lit, c'est bien. Donc ça vaut le coup de rester avec vous. Non, mais voilà, faut appeler un chat, Caroline. Ouais. Oui, parce que ça veut dire, et vous m'avez sans doute déjà entendu employer ces termes de psychanalyse, vous savez, la relation d'objet et la relation de sujet. Là, vous êtes un objet, vous êtes un très bel objet, et il vous aime en tant qu'objet. Et c'est ce qu'on entend dans tout votre témoignage. Vous n'êtes absolument pas respecté en tant que sujet. C'est-à-dire en tant que personne humaine qui a ses besoins, qui a ses émotions, qui a ses envies, qui a son rythme biologique, physique, un peu fatigué, qui est vivant, qui est un sujet, un jeu, quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui a des émotions. Non, lui, il vous veut comme objet. Donc un objet, on l'use, on l'utilise. Prenez n'importe quel objet, on est en colère quand l'objet il marche pas, il n'a pas fait ses Ouais, c'est un peu ça. fonctionnalités. Ouais. Mm. Oui, on le jette au loin. La question que ça pose pour vous, et là je reviens à ce à quoi je vous invitais tout à l'heure sur le questionnement, c'est pourquoi vous acceptez d'être l'objet de cet homme. Et ça parle de vos relations sans doute avec les hommes depuis peut-être un peu longtemps. Mais justement, alors il se trouve que c'est la première, malgré mon grand âge. Oui. Enfin, la première vraiment sérieuse, quoi, qui dure, quoi. Ouais. Ah, c'est pour ça que vous vous accrochez comme ça. Que vous subissez ou que Ben, vous acceptez. après, c'est pour ça que je me dis, peut-être que je m'affirme pas assez, quoi. Et C'est pas tant... malgré mon caractère, Ouais. qui est pas toujours facile, bon. Ouais. Alors, il faut pas, j'allais dire, tout confondre parce que Ah oui. l'affirmation de soi, c'est pas dire je suis comme ça et c'est à prendre ou à laisser. L'affirmation de soi, c'est dire voilà la personne que je suis et celle que je peux être dans la relation et celle que j'offre d'être. Mais pour cela, il faut qu'en face aussi, vous soyez accueilli en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que sujet pensant. Mais il répond, lui, il vous répond sur un aspect d'objet, il vous traite comme un objet. Donc, ça signifie aussi que dans cette relation, vous avez accepté d'occuper cette place-là. Et que pour vous, être un sujet n'est pas très clair. Donc, c'est pas tant... Alors, bien sûr, on peut prendre un raccourci en disant affirmation de soi, affirmation de qui je suis vraiment. C'est de ça que ça parle pour vous, Caroline. Et oui, parce qu'en fait, lui, il m'a toujours, comment dire, il s'adapte à moi, c'est-à-dire que il fait tout ce qui peut me faire plaisir quand même. Hein. Oui. Mais bon, Mais vous faire plaisir comme un objet ou comme un sujet?
Vous faire plaisir comme un sujet, c'est tenir compte de vos émotions, de ce qui se passe pour vous, de si vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de faire l'amour, c'est ok. Que si vous avez envie de voir des amis et que ce sont vos amis, de respecter vos amis. De quand vous avez un coup de blues, d'être un peu attentif à votre écoute pour savoir un peu ce qui peut vous rendre triste. Voilà, ça, là, vous êtes un sujet. D'accord ? Oui, vous êtes un objet quand il vous emmène faire des courses, qui vous invite au resto, qui vous gâte, qui est tout sympa. Mais ça, c'est que l'objet. Alors c'est super, ça veut pas dire que il faut pas le faire, mais là on est dans dans la fonctionnalité. Mais ça moi c'est pas mon besoin. Ah bah voilà. Mais ok. Ça, bah alors là moi, vous avez tout dit, Caroline. Peut me passer. Bah je lui ai dit, Oui, mais vous lui dites à quelqu'un qui sait pas vous donner. Oui, mais Caroline, attention. Là où vous avez une responsabilité dans cette relation, c'est que vous êtes en train de lui demander. Particulièrement à lui, et c'est là où c'est intéressant dans votre relation aux hommes, et c'est peut-être là que vous pourrez continuer après notre échange le questionnement ou l'interrogation sur vous-même, c'est que pourquoi cet homme-là, alors même manifestement c'est pas de ça dont vous avez besoin ou envie, et que vous aspirez à un autre type de relation, celle dans laquelle vous êtes sujet, mais pour être dans ce type de relation, c'est à vous de vous positionner comme sujet. Ben là, vous acceptez le rôle de l'objet en disant quand même, c'est pas cool que tu me traites pas comme un sujet. Ah ben oui, mais traitez-vous vous-même comme un sujet pour que l'autre vous traite comme ça. Ouais. Et c'est pas tellement et ce ça, que vous faites. Alors c'est donc en parlant et... C'est en parlant et là, ce que vous m'avez dit est très clair, et en disant voilà mon besoin, j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue. Alors, attention, évidemment, c'est pas faire des reproches ou le menacer et pas lui dire les choses comme je vous l'ai dit là. Là, j'essaye de vous donner des éléments de compréhension. Maintenant que vous comprenez tout ça, c'est de pouvoir lui dire voilà, toi, tu me dis que je suis pas normale, mais moi, en tant que femme, je trouve pas normal que ça te mette dans une colère noire quand je suis fatiguée pour faire l'amour, par exemple. C'est vrai, et ça s'est produit 2 fois, et 2 fois, il y a eu la même réaction. Oui, je suis une femme, tu es un homme. Il y a des moments où, je suis pas tout le temps disponible. Quand je le suis, je suis ravie, mais moi aussi, j'ai mes besoins, et je suis pas un objet sexuel dont tu uses quand toi, tu as envie, et pas forcément moi. Il faut qu'on se mette d'accord. Ouais. Et donc ça m'interroge lui aussi. J'en avais parlé à un copain, parce que j'ai un bon ami qui justement, parce que moi, c'est vrai que dans une relation, j'attends pas non plus tout de quelqu'un. Oui, on sent ça. J'attends même pas, je peux pas dire, je suis pas quelqu'un qui suis en attente absolument comme ça des autres, quoi. Oui. Mais c'est vrai que j'en ai parlé à cet ami, et lui aussi, il avait pas trouvé ça, il a trouvé ça déplacé, quoi. C'est un homme, oui. Il y a Emma qui dit, est-ce que vous êtes vraiment amoureuse de cet homme ? Je sens une lassitude et pas d'amour dans vos propos et dans votre voix. On vous sent pas très amoureuse. C'est possible, parce que là, on vous sent pas amoureuse, Caroline. Ça m'a vraiment, ouais. Mais oui, et que pour aussi fournir cet effort finalement de conscience, de compréhension dans la relation, c'est aussi cultiver de l'amour. Mais vous ne vous sentez mal aimé, donc c'est difficile là pour vous. Ouais. Mal aimé dans le sens pas bien aimé, pas aimé comme vous pensez le mériter. Pas ma personne, moi, effectivement, ce que je suis réellement, quoi. Exactement, et vous avez raison. Et c'est là où, alors, vous ferez le lien avec les histoires, même un peu moins longues que vous avez jusqu'à maintenant. Peut-être que vous avez trop supporté sous prétexte que ça durait, pour vous dire au moins j'ai rempli la case longue durée, voilà. Maintenant c'est fait, la case elle est remplie. Peut-être que c'est une opportunité de naviguer ailleurs et de vous dire maintenant j'ai un peu plus conscience de la femme que je suis, de mes qualités, de mes capacités aussi, de ce qui me convient, de ce qui me convient pas. Ouais. Et je me fais la promesse maintenant de me respecter en tant que sujet, en tant que personne. Et même si je suis un très bel objet, une très jolie femme, qui aime et fait bien l'amour, voilà, c'est le en plus et c'est tant mieux. Mais vous êtes d'abord une personne et un sujet. D'accord. Ouais. Donc vous penserez à tout ça, Caroline ? Faites un peu j'aime bien le terme quand je dis examen de conscience, c'est pas moral, mais d'examiner ce qu'il y a dans votre conscience. C'est ça qui va le plus vous aider. Parce que je sens bien que vous avez tous les éléments de compréhension. Maintenant, il faut c'est pas tout d'avoir les éléments. Il faut après leur donner du sens et puis en faire quelque chose. Sinon, ça sert à rien, ça sert qu'à se lamenter.
Et du coup, on n'avance pas beaucoup dans la vie. Oui. Allez, bonne chance à vous, Caroline. Merci. Prenez soin de vous. Prenez la confiance à l'intérieur. D'accord ? D'accord. Ouais. Respectez-vous, Merci. c'est important. Merci, Caroline. Je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir, merci. Alors, un message de Babette pour vous, Caroline, qui dit « J'ai l'impression de revivre mon histoire, mais après 15 ans de patience et de soumission à la suite d'une énième colère de monsieur, j'ai mis fin à cette relation et depuis plus de stress et enfin un sentiment de liberté. Bon courage, vous dit Babette, Caroline. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez eu mon message. Oui, alors vous voulez parler de votre grande fille, c'est ça ? De ma grande fille, oui. Qui a choisi de devenir militaire. Oui. Actuellement oui. en Guyane, c'est ça ? Oui. Waouh. Oui. La Guyane, c'était le bagne, hein, c'est là où on envoyait les... Là, bon, elle n'est pas au bagne au moins. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. En fait, je voulais parler de ma fille. Déjà, je suis ravie de passer à l'antenne et je voulais donc parler de ma grande fille qui a fait le choix d'intégrer une grande école militaire. Voilà, et qui a réalisé son rêve, celui de devenir militaire. Ouais. C'est votre aînée, Nathalie ? Oui, c'est mon aînée. Et vous avez combien d'enfants ? J'ai 2 filles. 2 filles. Et alors, elle a quel âge ? Elle va avoir 23 ans en juillet prochain. 23 ans, ouais. Voilà. Et je voulais aussi lui dire que je l'aimais et que j'étais très fière d'elle. Oui. Vous pensez qu'elle écoute ce soir ? Non, mais bon, je pense qu'elle écoutera un petit peu après. En podcast, oui. Vous lui enverrez le lien en Guyane. Oui, voilà. Et c'est vrai que bon, j'y pense aussi. Bon, elle a intégré cette école parce qu'elle a toujours voulu devenir militaire. Vous pouvez citer l'école, hein, Nathalie. C'est quelle école ? Saint-Cyr. C'est Saint-Cyr. C'est ce que je pensais, mais voilà. Oh, dites donc, elle a réussi Saint-Cyr, mais c'est un sacré. Oui. Elle a réussi. Elle a énormément travaillé. Et elle est allée en prépa militaire. Il y a combien de femmes qui se présentent à Saint-Cyr ? Vous savez le taux ? Non, je sais pas. Je sais pas. Mais je voulais aussi, par l'intermédiaire de ma fille, transmettre ce message aux jeunes parce que c'est la période du bac. Donc j'y pense. Vous voyez, j'y pensais. Je pense tous les jours à ma fille. Mais c'était pour aussi dire aux jeunes que s'ils voulaient réaliser un rêve, ils pouvaient le réaliser. Et ma fille a réalisé son rêve. En travaillant beaucoup. En travaillant beaucoup. Et quand je la vois, elle m'émeut. Oui, vous êtes fière. Je suis très fière de ma fille. Oui, il y a de quoi. Oui, surtout quand les enfants, finalement, on se rend compte, font des choses ou prennent des choix qu'on a le sentiment qu'on n'aurait pas pu, voilà, qu'il y ait un sentiment de dépassement. Et donc, c'est très agréable en tant que parent. Oui, c'est très agréable. Et c'est vrai que, bon, pour moi, c'est un sentiment de dépassement. Et puis en fait, j'ai toujours aidé ma fille, voilà, je l'ai soutenue, j'étais toujours auprès d'elle et c'est vrai que là, bon, je la vois grandir et je me dis, bon, finalement, elle n'est plus présente comme elle était, et, voilà, elle n'est plus à la maison, donc voilà, c'est... Elle est partie quand, là ? Elle est partie, ça fait 2 ans, donc elle a intégré cette école. Mais 2 ans qu'elle a quitté la maison, non, pas qu'elle est partie en Guyane. 5 ans qu'elle a quitté la maison, voilà. Elle est partie en Guyane, ça fait 10 jours. Donc elle fait un stage en forêt amazonienne. Voilà, et comment vous vivez ça, Nathalie ? Très bien. Je le vis très bien. Je voulais vous en parler parce que voilà, j'aime ma fille, j'aime mes enfants, voilà, je soutiens ma fille. Et qu'est-ce qui était important pour vous de venir le dire à l'antenne d'Europe 1 ce soir ? C'était très important pour moi parce que j'avais envie de dire aux jeunes en fait que s'ils voulaient réaliser leur rêve, ils pouvaient le faire et que voilà, on avait le droit de j'avais envie de le dire. C'est voilà, parce que j'ai rencontré une jeune fille là qui avait raté son bac dans la rue, donc qui était très émue. Et Aujourd'hui non, c'était le jour des résultats du bac et ça m'a émue et écoute, tu vas pouvoir ce n'est pas un échec, tu vas réussir, tu vas avancer. Et... Oui, vous avez trouvé une petite jeune fille en larmes sur le trottoir après ses résultats. Ouais. Voilà, et donc et je voulais vous en parler. Je suis assez émue de parler de ma fille parce que bon, c'est... Et alors justement, si vous voulez vous adresser aux jeunes bacheliers ce soir, quels sont les conseils que vous leur donneriez, que
compris de l'investissement de votre fille? Qu'est-ce que vous avez dit à cette jeune fille en larmes? Bon, parce que le tu vas réussir, elle n'y croit pas pour le moment. Et c'est difficile. Donc, quels sont les ingrédients pour vous de mobilisation, de détermination? Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'amour, faut croire en quelque chose. Voilà, et ma fille, elle a cru en quelque chose et elle a réussi. Et bon, moi, je suis très fière d'elle et je suis assez émue d'en parler parce que bon, à la base, c'était une jeune fille timide, réservée, et maintenant, bon, elle s'épanouit. Parmi ce monde masculin. Pas forcément masculin, pas forcément. Parce que bon, elle a quand même des camarades. Il y a un grand esprit de camaraderie. Mais physiquement, c'est dur. Hein, c'est une grande aussi. Sportive. D'accord. Ma fille est une grande sportive et quand je la vois, je me dis oh là là. Voilà. Elle est dans une école militaire et. De quelle façon elle a eu besoin de vous? Ça pourrait aider des mamans qui nous écoutent. Elle a eu besoin de moi en fait pour tout ce qui est matériel, stratégique, et puis aussi psychologique parce que bon, on l'a soutenue dans sa démarche. Le 11, c'est avec son papa, donc vous êtes toujours avec son papa. Comment? Le 11, c'est avec son papa? Oui. Avec mon mari, on l'a soutenu, on l'a aidé. On était très soudés. Voilà, et finalement... ça prenait quelle forme quand vous parlez de ça? C'est-à-dire concrètement? Une forme par téléphone. On lui a écrit, on est allé la voir, lui rendre visite. J'ai envoyé des petits colis. Voilà, il faut... En fait, c'est toute une présence finalement. Tout un travail de famille, une présence. Une présence. Voilà, et elle me remercie, mais moi je la remercie déjà d'être ma fille, puis d'être là. Et bon, et c'est vrai que bon, je me dis, et bon, elle a une sœur aussi, donc sa sœur l'a soutenue, on l'a aidée. Et voilà. Et sa sœur prend quel trajet elle? Ma fille est en langue, en faculté de langue. Voilà, elle rêve d'être professeure d'anglais. Professeure d'anglais. Voilà, donc c'est pas du tout la même voie, mais je suis aussi très fière d'elle et je les aime. Ouais. Et je voulais leur dire que je les aimais. Voilà, je voulais le dire à l'antenne. Je suis fière d'elle et je. Et sur le fait que votre aîné choisit une voie, de militaire, qu'est-ce que, votre mari et vous, son papa, vous les avez accueillis, son choix de quelle façon? Est-ce que ça a été un sujet de discussion parce que ça s'est décidé l'année du bac, j'imagine. Ça s'est décidé oui dans l'année de sa prépa en fait, dans l'année de sa prépa parce que bon je pense qu'elle voulait le devenir mais bon elle voulait voir un petit peu comment ça allait se passer au niveau de son travail, au niveau de sa réussite parce que bon c'est pas toujours évident une classe prépa mais non ça pour Saint-Cyr c'est quoi, c'est les classes prépa Mathsup Mathspé, c'est ça? Oui, Mathsup Mathspé, oui. Et elle a présenté le concours donc. Elle a présenté le concours. Voilà. Voilà. Mais mon mari est militaire, donc. Votre mari est militaire? Oui. Ah voilà, tout s'explique. C'est bien donc la fille de son papa. Oui, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre qu'elle choisisse ce métier. Et l'aîné. Mais l'aîné très investi par le père, très certainement. Et par la figure du père. Et c'est vrai que c'est le père qui met les enfants dans la vie sociale, alors qu'en plus le père est très présent et très investi. La fille suit ses traces en tout cas. Ça a été une surprise parce qu'à la base elle voulait être médecin, donc vous voyez, ça a changé du tout au tout. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Sophie, c'est une grande sportive. Et bon, elle a voulu être dans un esprit de trouver des amis, de vivre en communauté. Bon, oui, puis j'imagine qu'elle est très heureuse. Elle a vu la vie qu'avait son père et cette vie-là lui plaisait peut-être aussi. Oui, parce que c'est aussi comme ça que les jeunes choisissent une orientation, ils voient des vies d'adultes. Et c'est pour ça que c'est important d'ailleurs, et je le dis aussi à l'antenne, les bacheliers qui rencontrent le plus possible d'adultes avec des métiers différents. Parce que souvent, c'est comme ça, en écoutant des adultes, ils disent « Ah, moi, ce métier-là, ça me plairait, j'ai envie de ça. » Ou au contact de certains milieux, ils découvrent. Oui. C'est vrai, mais je voulais dire aussi à tous ces jeunes qu'on peut réussir. Quand on a envie de réussir, on peut réussir. Et moi, ma fille, elle s'épanouit. Elle est très heureuse et
Bon, elle me disait encore, il n'y a pas longtemps avant de partir, son stage en Guyane, elle disait, voilà, maman, je m'investis, j'ai réussi. Je suis contente, je pars, Voilà, et tout commence aussi Et pour tout elle. commence. Et tout commence. Ouais. Et tout commence. C'est une nouvelle vie. Bah écoutez, Voilà. merci Nathalie d'avoir appelé ce soir pour votre fille. Et puis j'espère qu'elle écoutera le podcast et qu'elle sera émue de cette jolie déclaration d'amour à l'antenne d'Europe 1 de la part de sa maman. Je vous remercie beaucoup Sophie. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous Merci Nathalie. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, un seul numéro pour vous exprimer en toute liberté sur cette antenne, le 3921. Venez nous confier vos questionnements, vos tristesses et vos joies. Nous en prenons le plus grand soin avec Quentin et Corentin à votre écoute et Fabrice Fougerouz à la réalisation. Vous bénéficiez aussi des conseils des auditeurs qui réagissent par SMS à vos interventions au 7 39 21 en commençant le message par le mot nuit. Toute l'équipe est là, attentive à vous et rien qu'à vous. 39 21, la ligne est ouverte tout autant que nous. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Camille. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Bonsoir aux auditeurs. Bienvenue. Merci. Oui. Alors vous vouliez nous parler de votre couple, m'a dit Quentin. Oui, c'est ça. Oui, alors c'est un couple qui n'est pas très stable. Oui. Alors en fait, j'ai 25 ans. Oui. Et je connais, je vais l'appeler copain, faute de meilleurs termes, depuis bientôt 4 ans. Oui. Du coup, quand je l'ai connu, je faisais mes études. Oui. Et disons que lui a une dizaine d'années de plus que moi. Et j'étais un peu prise par mes études, c'est-à-dire que j'avais par exemple un déplacement Erasmus de prévu, j'avais un mémoire à rédiger. Et à ce moment-là, lui a présenté des choses en disant ok, je t'attends, mais bon, ça me peine que tu sois pas là. Moi, j'ai envie d'une femme qui soit là au quotidien, quoi. Et suite à mon Erasmus, il n'a pas été non plus des plus engagés. Et il a beaucoup tendance à ne pas être stable, à me dire des choses du genre, tu sais, te projette pas trop avec moi, ou ce genre de choses. Et moi, du coup, pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup de ruptures, de remises ensemble. Et j'ai jamais su vraiment sur quel pied danser. Et disons que moi, quand j'étais étudiante, j'ai aussi tenu une sorte de promesse où je disais, quand je serai plus stabilisée, ce qui est aujourd'hui le cas, ça serait bien que je pourrais m'investir plus dans la relation, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai réussi à trouver un travail. Bon, ça a pris du temps quand même. Hein, je parle de 2 ans et demi, quand je dis du temps, dans la même ville que lui. Un travail qui me convenait parce que je voulais que ce soit à la hauteur de mes études, en fait. Et en attendant, pendant les 2 ans et demi, j'allais le voir toutes les 2 semaines. Lui s'est déplacé une fois chez moi, sachant qu'on était à 200 km l'un de l'autre. Et je faisais en sorte que ça marche, quoi, en gros. Mais disons que lui, il a toujours ce discours de moi je sais pas, ou par exemple il voit son ex ou des choses comme ça, et moi je me sens très mal. Et pardon, je suis peut-être un petit peu trop longue. Non, pas du tout. Ouais. Et en fait, il en est arrivé parfois, il est pas très agréable avec moi. Je veux dire, je parle de. Oui. Il y a des moments, par exemple, il a rencontré mon père, il lui a dit, vous savez, votre fille. Elle a ses études, elle compte sur ça, mais bon,
c'est aussi parce que vous lui payez. Enfin, il y a des moments où il est très dévalorisant. Oui. Où, voilà. Et je l'aide un petit peu sur certains sujets. C'est-à-dire Je fais un petit peu son courrier. Ou par exemple, il n'aime pas trop venir chez moi. Donc, quand moi, j'allais maintenant chez lui, j'avais tendance à c'est toujours moi qui fais la cuisine ou des choses comme ça où j'avais l'impression de quand même donner pas mal. Ah oui, je vous le Il y confirme. avait Oui. lui aussi, mais de manière plus... En gros, il fait des réparations chez moi de temps en temps, mais bon, du coup, évidemment, c'est pas il est venu quotidien, une fois. c'est pas comme... Oui. C'est pas comme c'est pas comme la cuisine, quoi. Pardon, quand je parle de cette période, c'est au moment où je suis arrivée dans la même ville que lui. D'accord. Donc, il y a 9 mois. Et du coup, il y avait un quotidien, quoi. Donc, et en fait, il a eu un moment où il m'a un peu secouée physiquement. Mais il était violent avec vous? Secouée, vraiment, littéralement secouée, prendre par les épaules et me secouer. Ouais. Et, une forme de violence quand même. Ouais. Et il s'est jamais excusé. On a dit que c'était moi qui l'énervais et qui m'avait déjà prévenu qu'il n'aimait pas que j'agisse comme ça. Et il y a plein de choses comme ça où des petits manques de respect et moi des gros, vous voulez dire? Pardon? Des gros, vous voulez dire? C'est pas des petits manques de respect, Camille. J'ai même le sentiment que vous avez presque peur quand vous en parlez. Qu'il y a presque comme une gêne ou une honte ou une peur, comme si c'est vous qui vous sentiez coupable. J'ai honte, oui. Oui, de parce quoi? Que je me laisse faire, parce que je suis toujours par personnalité dans la discussion. Ouais. Et je cherche à le comprendre. J'arrive à la fin de l'histoire, peut-être ce sera plus clair. Oui. En fait, du coup, il y a plein de fois où moi, je me disais stop, ça suffit. Faut pas que je me laisse faire. Mais à chaque fois, j'essayais de comprendre pourquoi il faisait ça. Où je lui disais, mais bon, il est stressé. Et lui aussi, il a tendance aussi à pas s'excuser ou quoi que ce soit. Et plus récemment, il y a 2-3 mois, j'étais en train de faire encore quelque chose pour lui. Et je ne sais pas comme il voulait. Et il m'a dit, grosse conne. Excusez-moi pour le terme. Non, mais bien sûr, ouais. Et en fait, je sais pas, ça m'a énervée. Je lui ai demandé de partir de chez moi. Ouais. Et le lendemain, il m'a dit, tu penseras à faire ci. Sans bonjour, sans merci, sans rien du tout. Enfin, comme d'habitude, en fait. Et j'étais avec une copine. Et j'étais chamboulée, elle l'a senti, mais elle m'a dit, mais moi, si c'était ça, il aurait dû ramener les fleurs et m'emmener au restaurant, rien que pour l'insulte la veille, quoi. Et là, en plus, lui, il te donne un ordre. Et en fait, ça m'a un petit peu fait une prise de conscience. Oui. Tout d'un coup, vous êtes rendu compte. Ouais. Je me suis beaucoup entourée. Et ça m'a fait drôle, j'ai eu beaucoup d'échos positifs, beaucoup de gens qui me disaient qu'ils m'aimaient. Enfin, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, en fait. Ouais. Et ça m'a un peu renforcée. Oui. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que j'arrête parce que là, je fais la moitié de ce que je faisais avant à une seule personne et tout le monde me dit, oh, t'es génial, c'est quand même plus productif. Ouais. Et sûrement plus proche de votre vérité. Ouais. Je me sentais mieux, tout simplement. Puis il y a aussi cet aspect que j'arrive à avancer. C'est-à-dire que lui, qui ne se projette pas, je sais pas, qui répond pas toujours à mes messages, par exemple, je me lance dans rien, mais je suis sur un entre-deux et c'est très compliqué. Et du coup, je me disais, peut-être que c'est trop compliqué, qu'il faut que je lâche, même si je l'aime énormément, j'ai tendance à... Enfin, j'aime beaucoup partie de sa personnalité à côté, mais ce côté irrespectueux, j'ai peur que ça n'aille que de mal en pis, quoi. Et là, il y a quelques jours, il est venu me voir. Après, la dernière discussion quasiment qu'on a eue, c'était quand je lui ai dit, quand il m'a insulté et que je lui ai dit non, tu sors, et que j'ai refusé de l'aider ensuite. Donc après, on a échangé quelques messages, mais rien de plus. Et il est venu me voir en me disant récemment, là, il y a quelques jours, que j'étais
en gros, qu'il était déçu, que je lui avais fait plein de belles paroles, mais qu'au final, je parlais, mais que je n'agissais pas. Et ce qui me gêne, en fait, là-dedans, c'est que moi, il pleurait en me disant ça, et j'avais juste envie de l'embrasser et de le prendre dans mes bras, tout en me disant que ça tombe, non, ou est-ce qu'il le ressent vraiment? Enfin, j'ai ce doute aussi. Et je suis pas stable dans ma position, c'est-à-dire quand je dis, attends, tu me fais des reproches de t'avoir laissé ces 2 derniers mois en me disant, je t'ai laissé tomber alors que c'était clé pour toi cette période, mais en même temps, tu m'as insulté et tu t'es pas excusé. Et lui me répond, oui, toi tu t'attaches à ça, c'est bon, c'est facile. Toi, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est bon, on ne peut plus compter sur toi. Moi, tu as vu, pendant tout mon Erasmus, j'ai patienté. Je dis oui, mais patienter, c'est juste que j'étais pas présente physiquement, que pendant ce temps-là, tu as continué ton quotidien. Je veux dire, oui, on ne parle pas de la même chose. On ne parle absolument pas de la même chose. On n'est pas sur le même niveau logique. Ouais. Et du coup, je me sens très mal. Et en fait, à la suite de cette discussion, lui s'est énervé en disant que j'étais une fille pas honnête, pas fiable. Et moi, je lui ai dit aussi que son comportement, il était irrespectueux. Il me dit non, je te respecte, c'est toi qui me respectes pas. Et en fait, il reconnaît rien du tout, il met tout en bloc. Et moi, d'une certaine manière, je me laisse pas totalement faire, mais je sais qu'à l'intérieur, même si une fois qu'il est parti, je suis en larmes et je me demande, est-ce que j'ai vraiment donné assez? Est-ce que c'est pas faux le fait? Est-ce qu'il n'a pas raison d'en dire que j'ai plus parlé que fait? Et je suis pas bien. Il y a de quoi, avec tout ce que vous nous racontez, Camille, que vous soyez pas bien dans cette relation. Parce que d'abord, vous êtes dans une relation d'emprise, et vous êtes sous emprise de cet homme. Et ce qui est intéressant, parce que vous avez dit, je fais en sorte que ça marche, je l'aide, j'essaie de comprendre pourquoi il fait ça. Donc vous fournissez tous les efforts dans la relation. Et comme lui ne vous reconnaît pas les efforts que vous fournissez, vous en doutez. Et vous en arrivez à vous dire non, mais sûrement il a raison. Et comprendre le pourquoi il fait ça, ce n'est pas l'excuser. On dirait que vous cherchez à comprendre pour vous dire non, mais c'est pas grave. C'est normal, il a telle circonstance. Donc vous portez cette relation à vous toute seule. Vous tentez de le soigner parce qu'en fait, il va pas bien du tout, votre compagnon. Il est violent, il est dans des sautes d'humeur, il est dans le déni de ce qu'il fait vis-à-vis de vous. Il prend pas ses responsabilités, il s'engage pas avec vous. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup d'immaturité chez lui et sans doute, peut-être une histoire un peu compliquée pour lui. Mais vous êtes un peu, celle qui veut le soigner, qui veut l'aider, qui veut le rendre heureux. Et vous êtes en pleine fusion tous les deux, voire vous en emprise, notamment sur la maltraitance qu'il exerce envers vous. Et ça, c'est préoccupant, surtout à votre âge. Enfin, quand je dis surtout à votre âge, parce que vous êtes avec lui depuis l'âge de 21 ans et que c'est la seule chose que vous connaissez. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, dans votre jeunesse, dans votre adolescence, ou quand vous voyez vos parents, ou la relation que vous avez eue avec vos parents, peu importe, le monde adulte, qu'est-ce qui vous fait imaginer que vous êtes dans une relation d'amour ou de respect de l'autre? Qu'est-ce qui vous a fait tenir, en fait? Qu'est-ce qui est activé chez vous? Vous vous sentez obligé? Il y a l'Erasmus, vous avez continué vos études, tout en maintenant tout le jour ce lien. Quel est le projet profond, intime que vous avez envers cet homme? Alors on le comprend, à demi-mot, de faire en sorte qu'il soit bien et heureux, et c'est un puissant fond, où il vous demande toujours plus sans jamais vous respecter. Mais qu'est-ce qui permet ça chez vous? Il y a Charivax qui envoie un SMS en disant « Cette femme n'a aucun amour propre, syndrome de la femme battue ». Philippe qui dit « Fuyez, vous abîmez votre jeunesse, vous êtes honnête, il ne l'est pas, et même un peu pervers, ne perdez pas votre temps ». Vous savez ce que c'est que la perversion, Camille, dans les relations humaines? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Pardon? Aimer faire mal? Être un peu manipulateur?
Oui, c'est surtout ne pas mettre l'autre en échec dès lors qu'il veut construire. Vous êtes pleine de bonne volonté. Vous faites énormément de choses. Vous faites des choses pour lui. Vous revenez de votre Erasmus. Vous cherchez un emploi après vos études. Vous continuez le lien. Vous êtes engagée. Vous êtes constructive, Camille. Et vous avez en face quelqu'un qui ne l'est pas. Et qui non seulement n'est pas constructif, mais en plus détruit ce que vous tentez de construire en permanence. Donc il vous met en échec. La perversion dans les relations humaines, c'est ça, c'est mettre l'autre en échec. Quand bien même il ferait tous les efforts de la terre, vous vous retrouverez en échec. Vous serez jamais la bonne personne, digne d'amour, la fille formidable, celle dont parlent vos amis, qui eux voient qui vous êtes vraiment. C'est pas qu'ils tentent de vous rassurer, c'est qu'il y a bien une voie où vous êtes cette personne-là réellement. Mais qu'est-ce qui fait? Quelle est la faille en vous qui vous permet de laisser entrer cet homme qui, petit à petit, vous détruit? Parce que c'est ça qui va se passer. Je me permets un petit commentaire Bien sur sûr. ce que vous avez dit. Parce que ça me fait penser à mon père qui me dit qu'il est fou de jalousie de moi. Enfin, il est pas fou. Mon père Oui. dit que ce qu'il a ressenti, il l'a vu qu'une seule fois. Oui. Et qu'il me sent jaloux parce que je réussis beaucoup de choses. Oui, jaloux de qui vous êtes dans le sens où... oui, l'analyse de votre père, en tout cas, son ressenti est à écouter, dans le sens où lui, en tout cas, a un grand vide en lui, et c'est très triste, en fait, et très tragique, et qu'il, inconsciemment, évidemment, tout ça est très inconscient, Camille, il vous en veut beaucoup de qui vous êtes, qui le renvoie à ce qu'il n'arrive pas, lui, à être. Donc, il est très en colère et très aigri et très destructeur vis-à-vis de vous parce qu'il détruit ce qu'il aimerait ou ce qu'il imaginerait éventuellement et dont il a le sentiment qu'il n'a pas cette capacité, pas ce pouvoir. Tout ça étant tout à fait inconscient, ce que je vous dis là. Donc, lui-même n'en a pas conscience. C'est pour ça que la relation, elle est pervertie. C'est qu'il détruit parce qu'il ne sait pas construire. Et vous êtes une femme qui construit. Et imaginez que vous soyez en train de construire, voilà, un objet, une belle maquette, j'en sais rien, et quelqu'un passe son temps ou un magnifique pulse, et puis on vient tout le temps vous piquer des pièces, vous l'enlever, vous abîmer, vous détruire la nuit votre maquette, quand vous riez le matin, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça qui vous fait symboliquement. En continu. Oui. Et vous, avec votre ardeur magnifique, et parce que vous êtes cette femme constructive et qu'il atteint au cœur même de qui vous êtes, c'est-à-dire cet aspect-là chez vous qui est essentiel pour vous, c'est tellement important pour vous que vous vous levez le matin et qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit ce qui a été détruit et on y va. Parce que c'est moi. Parce que quand je dis c'est moi, c'est vous. C'est vous profondément. Tant mieux, Camille, que vous soyez cette personne-là. Mais alors, ne l'abîmez pas, parce qu'il y a un matin où vous ne vous leverez plus pour reconstruire. Parce que si tous les matins on vous détruit votre maquette, un matin vous n'aurez plus la force de la refaire, cette maquette. C'est le fait que je perçois et que je suis pas au clair avec le fait que ce soit inconscient qui me fait me dire faut pas être trop dur et j'ai envie de discuter, j'ai envie de comprendre. Et pardon, parce que du coup, j'ai pas répondu à la question que vous m'aviez posée initialement. Je sais pas si le lien est clair, mais ma maman est dépressive. Et du coup, je suis assez protectrice avec mes parents. Je veux dire, c'est pas non plus... Et votre papa, quel genre d'homme c'est? Votre maman, elle est dépressive depuis que vous êtes petite. Vous avez toujours connu votre maman dépressive? Elle a fait une dépression à 18 ans et une deuxième il y a 2-3 ans. Je connaissais déjà mon amie depuis 1 an. 2 ans même. Et vous aviez 18 ans quand votre maman a fait une dépression? Oui, c'est ça, d'accord. Et votre papa, quelle image vous avez du couple de vos parents? Mes parents, c'est un couple très très fusionnel. Ils n'ont aucun ami, aucune famille, aucune activité. D'accord. Et ils vivent... après, ça s'est accentué avec la dépression de ma mère, mais ils vivent dans leur monde où mon père est retraité.
un arrêt en arrêt maladie et ils font la cuisine et le ménage. C'est leur journée et c'est vachement important, quoi. Ouais, d'accord Camille. Donc en fait, il y a aussi ça, il y a que l'exemple que vous avez, c'est ce couple fusionnel un peu hors du monde et qui est le modèle, en tout cas celui que vous avez eu sous les yeux et que vous connaissez. Donc on va en début de vie comme ça vers le connu, hein. On répète des choses qu'on connaît et vous c'est ça, hein, ce modèle. Et donc cette tentation que vous avez, c'est moi aussi je vais être dans un couple comme ça, très uni, parce que c'est l'histoire que se raconte la petite fille que vous avez été. Maintenant que vous êtes plus grande, vous comprenez aussi que voilà, il y a quelque chose de terrible aussi dans ce couple des parents sans amis, très fusionnel avec une maman dépressive. Il y a aussi bien sûr, et votre analyse est bonne, la tentation de réparer maman, et dans les couples on va retrouver l'amour qu'on avait avec sa maman, et on choisit souvent son conjoint ou sa compagne, hein, homme ou femme, dans quelque chose qui a rapport à la mère, parce que c'est la relation d'amour essentielle depuis notre naissance et au moment de notre naissance. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a aussi chez vous, Camille, une faille, quelque chose qui n'est, et peut-être de vos parents très fusionnels entre eux, n'ont peut-être pas su vous donner suffisamment de consistance à l'intérieur de vous, comme quoi vous étiez une personne digne d'amour, peut-être très centrée l'un sur l'autre, et que vous-même, il y a un doute en tout cas chez vous. Il y a un doute. Il y a un vrai doute sur le fait d'être ou pas digne d'amour. Sinon, vous ne supporteriez pas depuis 4 ans cette relation. Oui. Pardon. Je me demande en effet pourquoi on m'aime. Voilà. À quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà, pourquoi on m'aime. Donc je vais avec un homme avec qui je fournis tous les efforts pour voir si il va m'aimer avec tous les efforts que je donne. Et même en faisant tous ces efforts-là, je ne vais pas obtenir, et donc je vais valider mon scénario de très inconscient chez vous. Je ne suis pas digne d'être aimée. Scénario qui est totalement destructeur pour vous. C'est bien pour ça que vous rencontrez une personne destructrice. C'est que chez vous, il y a de la destruction en vous. Sinon, vous ne croiseriez pas la route de quelqu'un qui cherche à vous détruire. Évidemment, quand je dis cherche, tout ça est très inconscient. C'est vos inconscients qui sont à l'œuvre, la Camille, dans cette histoire. Mais c'est un jeu très dangereux. Disons que j'ai quand même essayé. Enfin, je veux dire, il y a une partie de son côté que moi, dont je suis consciente, c'est-à-dire le fait qu'il soit un peu destructeur. Oui, et alors vous comptez en faire quoi? Le rendre constructif? D'aller voir un psychologue. Oui, mais qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette relation, au fond du fond, Camille? Qu'est-ce qui fait? Quelle est l'histoire que vous vous racontez à votre insu, hein, mais j'allais dire dans vos moments creux que vous écoutez moyennement? Qu'est-ce qui fait que vous restez? Vous êtes toute jeune, vous avez 25 ans, sûrement l'intelligence, la jeunesse, la beauté, tout pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes accrochée comme ça? Est-ce que si c'est un homme comme ça même, alors je serais enfin digne d'être aimée? Parce que si un type finalement aussi dur, aussi difficile, aussi destructeur avec moi-même, alors je serais la seule, l'unique, la formidable femme que j'espère être? Peut-être, et aussi parce que c'est aussi une manière de sortir le meilleur de moi-même. Ben non. Pourquoi le meilleur de vous-même? Comme ça, je fais encore plus d'efforts pour le rendre heureux, en fait. Et pour vous, le meilleur de vous-même, c'est là où vous fournissez tous les efforts. C'est ça, le meilleur de vous. Alors, Camille, est-ce que le 100%. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans le meilleur de soi quand on offre le meilleur de soi à quelqu'un? On va dire que ce meilleur de soi, allez, je vais prendre l'image d'un magnifique bouquet de fleurs. D'accord, c'est ce qui me vient là. Et que vous offrez, et donc c'est vous, ce magnifique bouquet de fleurs, et que vous le tendez jour après jour à quelqu'un qui le piétine, qui lui met pas d'eau, qui les coupe, qui les met à la poubelle, qui les laisse se faner, qui les met en plein soleil quand il fait très chaud comme aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur de vous? Vous êtes prête à confier ce que vous avez de plus précieux, donc de plus riche, de plus magnifique, tout l'amour qui vous porte, toutes vos bonnes intentions, tout ce qui fait que vous êtes Camille,
et vous le confiez à quelqu'un qui n'en prend aucun soin. Qui vous êtes pour faire ça, Camille? Rien, personne d'exceptionnel, quoi. Non, quand je dis qui vous êtes, c'est que, justement, c'est que votre valeur, tout ce que vous êtes, ce magnifique bouquet de fleurs, vous le confiez à une personne qui n'en prend aucun soin, alors que vous-même, vous n'en prenez pas soin. Ce sont vos fleurs, c'est votre jardin. C'est vous, Camille. Et à 25 ans, il faut que vous compreniez que chaque être, vous, n'importe qui, là, Quentin, Corentin, que je vois derrière la vie de Fabrice, tous les êtres humains sont exceptionnels en eux-mêmes et méritent un respect et un amour infini. Mais ça, qu'est-ce qui va se passer? On va l'avoir envers eux parce qu'on l'a en soi-même, parce qu'on l'a cultivé en soi, parce qu'on le sait. Pourquoi on le sait? On le sait, on le sent parce qu'on l'a à l'intérieur de soi. On en est convaincu. Pas que je suis en train de vous dire « Ah, je suis quelqu'un de génial ». Non, j'ai le respect infini de la personne que je suis, avec ses défauts et avec ses qualités, avec ses limites, avec mes capacités. Et c'est ça que je veux vous inviter à faire, Camille. C'est à vous rencontrer, vous, à vous reconnaître. Vous avez donné les clés de votre maison, je reprends votre bouquet de fleurs, à quelqu'un qui n'en prend aucun soin. Or, vous êtes la seule responsable de qui vous êtes. Vous êtes responsable de vous. Jusqu'à votre mort, c'est comme ça. Vous avez la vie, maintenant vous êtes grande, vous rentrez dans la vie active, et vous avez la responsabilité de qui vous êtes. Donc de vos ressentis, de vos émotions, de vos pensées, de vos actions, de tout ce que vous faites. 100% responsable. Et dans un couple, chacun est 100% responsable. L'autre n'est pas responsable de vous. Ni de vos pensées, ni de vos actions, ni de votre volonté, ni de votre intention. Donc vous avez aussi la responsabilité et l'engagement envers vous-même du respect, parce que vous ne pouvez pas le demander aux autres si vous ne savez pas vous le donner. Et c'est ce que vous faites. Vous demandez à l'extérieur de vous ce qui doit être à l'intérieur. Est-ce que c'est clair ou pas pour vous, Camille, ce que je dis? Parce que c'est vraiment important. Oui, mais Oui. Bon, après, c'était une forme de déni. À la base de la relation, je n'avais pas l'impression de me manquer de respect. Non, bien sûr. Bon, c'est tout le problème, Camille, des débuts de relations quand elles durent et qu'elles partent dans la mauvaise direction. C'est que vous restez, et sans doute aussi avec votre jeunesse qui compte dans cette histoire à 21 ans, avec sûrement des moments merveilleux. Et souvent dans ces relations que je vais qualifier, et c'est rare, de couple perverse, on est dans ce type de relation, on tient parce qu'il y a eu des moments magiques. Et vous tenez à l'aune de tous les moments magiques, de quand il vous fait rire, de quand il est merveilleux. Et ça vous permet d'excuser tous les autres. Donc vous créez une gestion à l'intérieur de vous en disant « Oui, mais c'est pas grave puisque je sais quel être merveilleux il peut être. » Mais c'est pas ce qu'il peut être ou ce qu'il peut pas être, c'est ce qu'il vous fait. Et c'est ce que vous faites par son intermédiaire. Parce que ce sera toujours, sinon, chaotique. Oui. Il y a un auditeur qui dit « Vous allez vous épuiser quand enfin vous vous réveillerez, la fleur que vous êtes sera fanée, dommage. » Il y a Valérie qui dit un peu destructeur, mais c'est déjà destructeur. Profitez des vacances pour vous rendre vacante de cette relation. Sortez, partez, vite. Et puis il y a Liso qui dit l'emprise fait que vous restez. Et il a installé un mécanisme de dépendance affective. Il lui donne le rôle de réparer le mal qu'il lui fait. Paradoxe. Et oui. Il vous donne le rôle, je vous répète la phrase, elle est importante, Camille. Il vous donne le rôle de réparer le mal qu'il vous fait. Vous imaginez comment vous êtes coincé là? Quand je vous dis ça, ça s'appelle une injonction paradoxale en psy. Ça rend fou, ça rend fou. C'est les bases des travaux sur la schizophrénie, ça rend juste fou. Quoi que vous fassiez, vous êtes coincé. Que vous soyez merveilleuse ou nulle, de toute façon, vous êtes coincé. Oui. J'étais plutôt justement dans la démarche de me dire, enfin, pendant ces plusieurs mois où on n'a pas trop communiqué, je le ressentais justement, cette sensation d'avancer, super légère. Et ce qui m'a conduit à vous appeler, c'est aussi justement le fait de me sentir aussi
fragile d'une certaine façon, du fait qu'ils viennent et que je sois ébranlée. Enfin, justement, que vous me dites, je suis entièrement d'accord c'est des conseils très utiles. Et j'essaie de les mettre à profit. J'ai entendu des conseils similaires, mais j'ai l'impression d'être extrêmement fragile et qu'il s'agit pour lui de faire un mini-geste et que ça arrive à me perturber et ça m'énerve. Alors, Camille, vous ne tenez pas compte de cette fragilité. Évidemment, vous l'êtes. Comme chacun d'entre nous, on a tous nos fragilités, heureusement, parce que c'est là qu'on est les plus beaux. Mais, donc, votre truc, c'est, je vais chercher à être forte, et c'est quand même pas normal que ça me fasse quelque chose. Heureusement que ça vous fait quelque chose, Camille. Et j'aimerais bien que ça vous fasse pire, pour que vous puissiez vous réveiller. Parce que vous voudriez tout contrôler dans cette relation en étant une espèce de superwoman Robocop, même pas mal, et moi je trace et je vais la réparer. Alors d'une part, il y a le projet de réparer la mère, mais vous allez aboutir là où est votre mère. Et c'est là où le scénario inconscient pourrait être tragique pour vous, c'est de devenir dépressive. Parce que c'est le chemin que vous risquez de prendre. Parce que dans cette fragilité que vous découvrez et qui est là, et c'est tant mieux, parce que qu'est-ce qui se passe quand on sent qu'on est fragile ? Eh bien, on apprend à se protéger, Camille. C'est comme ça que font les êtres humains. Bien sûr, on a tous des fragilités. Quand on les connaît, on fait quoi ? On n'est pas idiots. On ne va pas aller les exposer n'importe où et à n'importe qui. Donc ça s'appelle de l'intelligence, ça, pour soi. Et la fameuse responsabilité dont je vous parlais, oui, on a la responsabilité de nos fragilités, de nos difficultés, de ce qui nous agite. On en a bien sûr l'entière responsabilité. Et c'est pas grave, et c'est tant mieux. Et ça fait pas de nous des êtres amoindris. Oui. Mais servez-vous de tout ce que vous avez de magnifique en vous et de cette volonté de construire, cette force de vie que vous avez avant de la perdre, parce que dans cette relation, vous risquez d'être dépossédé petit à petit, parce qu'à fournir trop d'efforts à l'extérieur, il ne va plus rien rester dedans. C'est comme votre téléphone portable, la batterie, elle va finir par être épuisée. Puis il n'y aura plus de prise. Oui. Il n'y aura plus de recharge. Une relation, Camille, et ça c'est important aussi que vous l'entendiez, c'est quoi une relation saine dans un couple ? C'est là où il y en a un qui est vulnérable, l'autre est fort, et vice-versa. Et on n'est pas là à se juger, et on n'est pas là à se dire t'es ceci ou t'es cela. Et on n'est pas là à vous laisser... Mais vous vous rendez compte quand même ce que vous racontez, qu'il vous laisse des tâches à faire, il vous parle mal. Ça veut dire que vous acceptez, vous, Camille, qu'un homme, quel qu'il soit, un ami, quelqu'un, vous parle mal. Mais on n'a pas accepté ça. Parce que si on accepte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est digne, que c'est normal. Oui, je ne suis pas une bonne personne, donc on peut mal me traiter. Quel amour vous donnez ? Quand je parle d'amour, c'est pas de l'ego, c'est pas du narcissisme. L'amour profond de l'univers, de l'être que vous êtes. De cet être unique et singulier dont vous avez la charge, c'est comme ça. Pour le restant de vos jours. Oui. Là, je réagis, je dis non, je dis ne me parle pas comme ça. Mais c'est pas suivi. Oui. Alors, c'est une chose de dire non, me parle pas comme ça, je réagis, mais je continue à être là et à fournir des efforts et à faire ce qu'il me demande. Et à attendre qu'il change. Pourquoi elle est si importante pour vous, cette relation, Camille ? Vous avez tout à apprendre là. Pas apprendre de lui, arrêtez d'essayer de comprendre l'autre, apprenez à vous comprendre vous, ce sera bien plus constructif. Vous cherchez à être constructive ? Là, vous avez des choses à comprendre. Pas passer votre temps, parce que pendant que vous essayez d'analyser et de comprendre pourquoi et comment il fait ça, vous passez à côté de vous. Vous n'apprenez rien sur vous. Vous ne tirez aucun enseignement. Et vous savez, vous avez fait de la philo là en terminale. Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même. C'est la porte d'entrée, Camille. La grande porte. C'est pas connaître l'autre. L'autre, qu'est-ce qui vous permet de vous connaître vous ? Et qu'est-ce qui vous renvoie cet homme ? Que vous ne vous aimez pas, que vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous devez dans la vie fournir un nombre d'efforts incommensurables
pour qu'on vous parle gentiment et accepter de considérer que vous puissiez être, et je parle au conditionnel, une fille géniale. Vous imaginez tout ce que ça dit de vous? Oui. Que vous êtes une femme d'engagement, ça c'est vrai, et constructive, c'est vrai, mais que vous cherchez à construire quelque chose de solide pour un rempart contre vous-même que vous pensez trop fragile, et que vous cherchez à l'extérieur. Il y a tout en vous, il y a tout. D'accord. J'espère vraiment, Camille, voilà, que vous réécouterez notre échange, que vous allez continuer. J'aimerais bien, je ne sais pas si vous avez déjà consulté un psy, mais vous faire accompagner. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai consulté un psy qui a été plutôt dans la démarche de m'aider à comprendre les autres, à développer mon empathie. Oui, c'est-à-dire développer votre empathie, comprendre les autres. L'empathie, ça part de soi, Camille. Quelqu'un d'empathique, c'est pas quelqu'un qui comprend l'autre. L'empathie, c'est j'ai la capacité de ressentir ce que vit l'autre parce que moi-même, ça me connecte à moi. Il y a quelque chose chez moi qui peut connecter et donc je ressens, je suis dans l'empathie avec l'autre parce que ce que l'autre vit, ce dont il me parle, ce qu'il ressent, me parle profondément à moi. Mais pour ça, pour être dans l'empathie, comme vous dites Camille, c'est comme un violoniste ou un pianiste qui aurait bien travaillé son instrument. Il connaît toutes les touches. Alors quand il joue, oui, ça fait de la musique, bien sûr. Camille, allez vous rencontrer, vous. Allez rencontrer la belle jeune fille que vous êtes et qui a tant envie de construire le monde. C'est pas réparer les autres, être dans l'aide. Hein, on répare pas, on est là, bien sûr, pour l'autre, mais avec qui on est. Mais vous n'allez pas le changer, vous n'allez pas le transformer si lui-même ne le veut pas. Chacun est 100% responsable. Et dans la relation, chacun vient avec ça. Vous ne pouvez pas faire en sorte que l'autre aille bien si lui n'est pas dans la conscience de ce qu'il vit. Oui. Il y a Pépite qui dit « Camille, elle est au-devant des personnes qui partagent vos valeurs, ne vous laissez jamais piétiner. » Il y a Joe qui dit « Il me semble que Camille devrait se faire aider. » Et un auditeur qui dit « Bonsoir, je suis bouleversée par ce que j'entends, cela me rappelle mon histoire de vie. Jeune fille, ne laissez pas cet homme vous détruire, s'il vous plaît. » Okay. Vous n'êtes pas plus forte, hein? Non, non. Oui, mais et tant mieux Camille, encore une fois, tant mieux. Hein, ça veut dire que ça marche bien, que les voyants s'allument et que vous souffrez. C'est comme ça qu'on bouge et qu'on se transforme, qu'on prend conscience que tout d'un coup quelque chose ne va pas. Et cette histoire que vous vivez parle de vous, de votre acharnement, de votre intention de le réparer, cet homme, d'être ce bon objet. Là encore, hein, on retrouve ce que je disais à Nathalie, vous êtes dans une relation d'objet, vous êtes son bon objet ou son mauvais. Et le pire, c'est quand il se sert de vous comme un mauvais objet et qu'il vous le renvoie. Et ça vous détruit puisque vous voudriez tellement être un bon objet. Camille, vous n'êtes pas un objet, vous êtes un sujet. Oui. Et regardez sur Internet, relation d'objet, relation de sujet, pour comprendre de quoi je suis en train de vous parler. D'accord. De la personne que vous êtes. Continuez à enquêter, d'accord? Sur vous. Et comprendre l'autre, c'est se comprendre soi aussi. Ça passe par là. Parce que sinon, on est là à analyser le fonctionnement de l'autre. Alors on suppose, on fait des interprétations. Mais un psy, c'est pas celui qui interprète ou qui analyse l'autre, c'est qu'il essaye de faire quelque chose avec l'autre. Mais parce que l'autre se confie. Et parce qu'on construit ensemble. Oui. Vous comprenez, Camille? Et qu'on restitue du coup à l'autre ce qu'il est, sa richesse, son potentiel, son côté merveilleux. Il n'y a rien de merveilleux là, dans ce que vous me racontez. Alors si l'amour c'est pas merveilleux, moi je ne sais plus ce que c'est. Hein. Allez, vous avez le droit d'être heureuse, Camille, et vous avez le droit qu'on vous aime. Écoutez tous ces amis qui vous disent que vous êtes quelqu'un de formidable. C'est ça dont vous avez besoin. Oui. Et vous inquiétez pas, c'est pas du narcissisme, loin de là, pardon. D'accord.
Bon courage à vous. Hein. Prenez soin de vous, Camille. Hein. J'espère que vous ferez quelque chose de ce qu'on s'est dit. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose pour vous, en tout cas. Et pas pour lui, pour vous. D'accord. Au revoir, Camille. Merci. Hein. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Bonsoir, Benoît. Benoît, vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Je suis tellement heureux de vous parler, Oui. Sophie. Ah, voilà, ça y est, on vous entend. Bonsoir, Benoît. Hein? Bonsoir, Benoît, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, Sophie. Oui, bonsoir. Je suis tellement heureux de vous parler. Ah bah tant mieux. Je sais que vous avez laissé plusieurs fois des messages à Quentin et Corentin et on n'arrivait pas à vous joindre. Oui, maladroitement, oui. Alors, vous vouliez nous parler, Benoît, je crois, de solitude, en fait. Hein. Vous souffrez de... J'en avais déjà parlé avec Caroline. Avec Caroline, oui. Il y a au moins 2 ans. Oui. Oui, je souffre de solitude et de mon célibat, oui. Oui. J'ai tout fait jusqu'ici pour trouver quelqu'un, mais... C'est quoi j'ai tout fait, Benoît? Ça veut dire quoi j'ai tout fait? Récemment, fin juin dernier, j'ai eu un speed dating, une soirée entre célibataires qui dure de 9 à 12 minutes et malheureusement, j'ai reçu des réponses négatives. Oui. Et sinon, j'ai tout fait. J'ai donné quelques petits mots à quelques jeunes commerçantes. J'ai essayé une époque d'aborder quelques jeunes femmes dans la rue, oui. sans succès. Et si... Oui, dites-moi. Oui, j'ai tout fait pour... Oui. Tout fait dans les moyens. J'ai essayé site internet aussi, quelques sites internet, mais là aussi, ça n'a pas été... Tout fait dans les moyens, en fait, Benoît. Mais si le sujet, c'était ailleurs que dans les moyens, si c'était pas tant une question de moyens, comme vous dites, j'ai tout fait, mais d'être vraiment en lien avec vous, de moins être dans cette recherche absolue ou cette quête, mais juste dans des relations amicales, dans des liens, dans quelque chose de quelque chose qui vous irait, que vous vous sentiriez moins seul, mais pas absolument, il me faut une compagne et donc je fais tout pour la trouver. Je me laisse la liberté, le choix de faire des rencontres. Vous avez des amis, Benoît? Vous avez des activités? Un seul ami dans la ville où je vis, oui. Oui. Et dans les activités que vous faites? Malheureusement, non. Oui. Je vais seul au cinéma, par exemple. Je vais seul à la piscine. Oui. Assez souvent, Et pourquoi vous proposeriez pas justement à vos amis la piscine, le cinéma? C'est-à-dire que un des rares amis que je connais, il est handicapé, puis il peut pas se déplacer facilement, oui. Oui, mais vous pourriez l'aider, par exemple, pour aller au cinéma. Ah oui, je pense que oui, il est débrouillard, oui. Oui. Et d'autres amis, je ne sais pas, à votre travail ou dans des activités, des gens que vous connaissez? Malheureusement, non, je n'ai pas trop de liens au travail. On est très peu nombreux aussi. Ah, dans votre entreprise, à votre travail? Dans la petite entreprise où je travaille, oui. Oui. On a très peu de liens, oui. Très peu de liens. Et je ne sais pas, des clubs, des associations, des lieux où vous allez vous créer ce qu'on appelle le lien social, c'est-à-dire tous les lieux qui vont vous permettre d'être plus en lien. Et c'est ça qui va vous aider. Oui. J'ai essayé un atelier d'écriture, oui. Mais malheureusement, cela s'est arrêté brutalement en cours de cette saison-là. Ah, ils ont arrêté l'atelier? La responsable. Et ça vous plaisait, l'activité? Vous aimez écrire? Oui, en général, j'aime bien écrire, oui. Oui. Et ça, vous continuez, vous, à écrire quand vous êtes tout seul? Oui, je continue à écrire, oui, souvent. Et pourquoi pas en monter vous-même, un atelier d'écriture, après tout? Je n'ai pas réfléchi, oui. Pourquoi pas, oui. Puisqu'elle ne le fait plus, elle. Pourquoi ce ne serait pas vous qui le monteriez, l'atelier? Oui, pourquoi pas. Puisque vous aimez ça, vous avez l'air d'être à l'aise dans l'écriture. C'est une belle entrée pour vous entourer. Je sais bien, oui. Oui, j'y ai pas réfléchi.
En fait, tout ce qui va vous aider, Benoît, vraiment à créer des liens, à être dans des liens, va vous rendre beaucoup plus tranquille dans les rencontres sentimentales. Il y aura moins de pression. Parce que là, c'est terrible, vous vous sentez très seul, vous vous mettez presque en danger dans des speed dating ou des endroits comme ça, parce que tout d'un coup, vous êtes là et puis voilà, c'est difficile pour vous, j'imagine. Oui, c'est pas... Surtout pour des réponses négatives, oui, c'est... Il y a beaucoup de déception à force, il y a beaucoup de découragement, oui. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand on souffre de solitude, le plus important, c'est de se sentir en lien, déjà. Déjà, c'est ça qui compte. Sortir de l'isolement. Donc, tout ce qui va vous aider à sortir de votre isolement, tout ce qui va faire que, voilà, ne serait-ce que vous êtes heureux d'avoir, je sais pas, votre groupe, là, on parlait d'atelier d'écriture, ça peut être, j'en sais rien, ou d'autres activités, mais en tout cas, celle-là semble vous plaire. Voilà, monter un groupe. Oui, j'ai cherché enfin ces dernières semaines un autre atelier d'écriture, mais sans succès, quoi. Vous allez le créer dans votre ville. Vous êtes dans quelle région, Benoît ? Bretagne. Super. C'est une belle région. Où ça ? Dans quelle... Ah oui, les Bretons, ils sont fiers. Ils ont raison. Non, mais toutes les régions sont belles. Mais Benoît, c'est vrai que... parce que monter un atelier... Vous savez, c'est de la co-création, de la co-construction. Il n'y a pas quelqu'un qui sait écrire et qui apprend aux autres. Un atelier d'écriture, et ça j'imagine vous l'avez vécu, chacun partage, on lance un thème ou un auteur, voilà. Et puis chacun crée. Oui. Donc, et si vous aimez déjà et que vous l'avez vécu, vous savez sans doute l'animer. Vous avez vu comment ça marchait ? Oui, à peu près, oui. Vous le sentez, ça, quand on en parle là tous les deux ? C'est-à-dire que j'ai un côté introverti, timide et... Oui. Et il faudra un peu de temps, oui. Non, lancez-vous, vous n'avez pas besoin de temps. Oui, introverti, timide, ça va bien avec l'écriture. Mais ça n'empêche pas si vous trouvez et le lieu et l'horaire. Elle faisait ça où, cette dame, chez elle, ou dans je sais pas, dans un lieu de la municipalité, ou c'était... Oui, dans une bibliothèque municipale, oui. Très bien. Et vous pourriez aller proposer de prendre la suite d'un bibliothèque ou de voir à la mairie s'ils ont une petite salle qui mettra à votre disposition. Ça peut être soit la mairie, soit la bibliothèque. Et puis, vous dites, voilà, moi j'ai suivi l'atelier, il n'existe plus, je prendrai bien la suite. La timidité ou le fait d'être introverti, c'est pas quelque chose qui, j'allais dire, vous empêche. Ça vous rend les choses plus difficiles pour vous, bien sûr, mais c'est pas non plus un empêchement total. Oui. Donc tant mieux que ce soit difficile pour vous, parce que en surmontant cette difficulté, vous allez apprendre. C'est ce qu'on appelle les coachs. Ils aiment bien ce mot-là, sortir de sa zone de confort. Vous allez sortir de votre zone de confort, c'est sûr, mais vous allez vous rendre compte, Benoît, d'abord du plaisir que vous avez, parce que vous allez vous rendre compte que vous savez faire. Regardez, vous appelez Europe 1 et vous passez à l'antenne. C'est vrai, oui. Oui, vous êtes déjà passé il y a 2 ans avec Caroline. Il y a Malou qui laisse son numéro pour vous, Benoît. À Chantilly, oui. Et puis un autre éditeur qui dit ne pas chercher, rester naturel, laisser le temps au temps, rester optimiste et le montrer surtout. Oui. Alors, il y a Brigitte qui dit il y a des livres pour aider à l'animation d'ateliers d'écriture. Ah, c'est une bonne idée. Vous pourriez commencer avec de petits groupes, 4 ou 5 personnes, dit Brigitte. D'accord, oui. Mais faites quelque chose pour vous, Benoît. Quand je dis pour vous, ce sera pour les autres et tout le monde va en bénéficier. Mais vous voyez comme c'est important. Parce que vous allez d'abord le faire pour vous, pour sortir de votre isolement, et vous allez l'offrir aux autres. Et vous allez être dans la rencontre la plus belle. Et arrêtez de vous raconter que vous pouvez pas, que vous n'êtes pas ceci, pas cela. C'est nous qui nous limitons. Oui, c'est vrai, oui. C'est vous qui vous limitez. Bonne chance à vous, Benoît. Tenez-nous au courant, Et je compte sur vous pour monter l'atelier. D'accord ? Merci. Oui, puis je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Benoît. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1.
On se retrouve demain soir à 23h. Je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat et ses formidables histoires dans Ondelat raconte. Bonne nuit.